Le sucre est partout. Une canette de soda, 7 morceaux de sucre. Une tablette de chocolat, 6 morceaux de sucre. Un cookie, 4 morceaux de sucre. Le sucre est partout et parfois il est même caché. On estime qu'au total, un Français moyen achète 35 kg de sucre par an, soit 3 hippopotames en une vie, ce qui est juste énorme. Pour refaire la petite histoire du sucre rapidement, les Européens n'ont découvert le sucre qu'au Moyen-Âge. Avant, ils connaissaient le goût sucré qui provenait des aliments naturellement sucrés comme les fruits, le miel, etc. Le miel était d'ailleurs très prisé pour adoucir leurs plats. Donc les Européens découvrent le sucre en 1099, lors de la première croisade vers Jérusalem, où ils découvrirent des cannes pleines de miel, qui sont évidemment les cannes à sucre qui étaient consommées en Inde déjà depuis 2000 ans, et s'étaient déjà étendues en Asie. En Inde, ils avaient déjà réussi à cristalliser le sucre aux alentours du 5e siècle, ce qui a rendu son transport très facile. Puis il a été utilisé comme épice. On le mettait partout, avec du poulet, du bœuf, du porc, du poisson. Il était utilisé pour adoucir ces aliments parfois très acides ou amers, liés à leur mode de conservation dans du sel, et non au frais comme on le fait maintenant. C'était un signe de distinction, car le sucre était très cher, lié au fait que les cannes à sucre ne poussent qu'en Asie, et qu'il fallait donc l'importer. Les personnes en consommaient sous forme de dragées après les repas. Il a même été utilisé comme remède médicinal. Les médecins de l'époque considéraient qu'il était bon pour la digestion. Pendant le commerce triangulaire, beaucoup de personnes se sont également enrichies en faisant pousser des cannes à sucre aux États-Unis. Au XVIe siècle, on a découvert que la betterave était sucrée, et puis on a réussi à cristalliser du sucre à partir de cette racine en 1747. Mais c'est en 1799 que cette découverte prend de l'ampleur grâce à François-Charles Achard, qui industrialise ce processus avec la première fabrique de sucre de betterave. Le sucre n'est plus un produit exclusif que l'on ne produit qu'en Asie ou aux États-Unis, mais un produit aussi européen avec beaucoup de scientifiques et d'industriels qui essayent de s'en emparer. Parmi ceux-ci, Benjamin de Lesseps a attiré l'œil de Napoléon Ier, qui a vu son travail comme une nouvelle richesse économique face aux Anglais, avec qui il était en ce moment un peu en froid. Il a même ordonné la mise en culture de 100 000 hectares de betteraves. 200 ans plus tard, la France domine le marché mondial du sucre de betterave. Aujourd'hui, les industriels utilisent cette molécule dans plus de 3/4 des aliments ultra-transformés, sucrés ou salés, comme la charcuterie, les pizzas, les sorbets, les glaces, sous différentes formes. Saccharose, sirop de glucose, fructose, dextrose, sirop de mélasse, qui sont des rehausseurs de goût et des conservateurs. Bref, vous l'aurez compris, le sucre est partout. Mais est-ce un problème en soi? Au fait, cette vidéo, elle est en association avec Elona Taillefer, une étudiante en DUST de préparateur en pharmacie et alternante à la grande pharmacie de Montplaisir à Lyon, qui a comme projet de faire une campagne de sensibilisation sur la dépendance au sucre. Elle va m'accompagner dans la suite de cette vidéo. Déjà, comment le sucre agit sur notre corps quand on en consomme normalement? Normalement, ça veut dire lorsque l'on consomme du sucre présent naturellement dans les aliments comme les fruits, le lait, etc. Dans les doses recommandées par l'OMS, donc qui n'est pas ajouté. Une fois avalé, le sucre va aller dans l'estomac, puis l'intestin, où il va être absorbé et passé dans le sang. Il va être acheminé jusqu'au foie, où il va être transformé en glucose. Et ensuite, ce glucose va repasser dans le sang et va servir de carburant pour le corps. On réfléchit glucose, on fait du sport glucose, on produit de la chaleur glucose. Donc, juste après avoir mangé, on va avoir un pic de glucose dans le sang, sauf que l'objectif du corps, c'est de pouvoir s'alimenter en énergie toute la journée. Donc ce glucose va activer des cellules bêta dans le pancréas, qui vont sécréter de l'insuline, une hormone qui va agir au niveau des cellules du corps pour leur dire qu'il y a trop de glucose dans le sang, et donc de l'absorber, et dire au foie mollo coco, on arrête la production. Suite à ce pic de glucose, on va avoir un pic d'insuline. Puis, à distance des repas, une deuxième hormone va entrer en jeu, le glucagon, qui va faire l'inverse de l'insuline. Son objectif à lui, c'est de faire augmenter le taux de glucose dans le sang. Donc, grâce à ces deux hormones, le sucre reste plus ou moins constant dans le sang au long de la journée. Mais attention, il y a quand même des hauts et des bas dans le taux de glycémie, il ne faut pas croire ce que vous disent certains influenceurs qui pensent que la glycémie est stable dans la journée, les pics sont normaux. On va également avoir un réflexe archaïque très ancien quand on va manger du sucre, puisqu'il va venir agir au niveau du cerveau sur le système de récompense. C'est un réflexe qu'on a pu mettre en évidence chez les femmes enceintes, puisque lorsqu'elles prennent du sucre, on a observé qu'il venait aromatiser le liquide amniotique, qui est le liquide qui entoure le fœtus. Habituellement, les fœtus absorbent ce liquide, qui doit se renouveler continuellement. On a observé qu'à ce moment-là, les fœtus absorbaient beaucoup plus de liquide et beaucoup plus vite, ce qui montre qu'ils apprécient déjà le sucre. Quand on mange, les molécules de sucre vont venir titiller nos papilles gustatives, qui vont créer un signal qui va jusqu'au cortex gustatif dans le cerveau.
Il va y avoir une production de dopamine et de sérotonine. Qui sont des molécules utilisées dans les antidépresseurs. Elles nous rendent heureux, plein d'énergie, on est motivés, on pourrait gravir l'Everest. Ce réflexe était très utile pour les hommes préhistoriques, puisque le sucre était présent dans des fruits et aliments caloriques, donc c'était un système de survie et le corps nous récompensait quand on en prenait. Le problème, c'est que maintenant, le sucre est partout. Non mais sérieux, ils en ont même foutu dans les pizzas. Donc notre alimentation a évolué très rapidement, et tellement rapidement que notre corps n'a pas eu le temps d'évoluer, et donc quand on mange du sucre, c'est toujours autant l'extase. Le problème, c'est que la production de dopamine, elle n'est pas éternelle. Et donc à un moment, elle se stoppe. Et là, c'est la dégringolade. On se sent fatigué, anxieux, nerveux. Là, on parle plus de gravir l'Everest, mais juste quelques marches d'escalier. Et donc notre cerveau nous pousse à en reprendre. Et comme on n'est plus à la préhistoire, on a juste à ouvrir une nouvelle boîte de gâteaux, une canette de soda ou une tablette de chocolat pour retourner sur la pente ascendante. C'est un cercle vicieux et c'est là où on tombe dans la consommation excessive du sucre qui peut entraîner plein de problèmes. Le problème, c'est que concernant l'impact négatif du sucre, on a très peu d'infos du côté de la recherche scientifique. En fait, depuis une dizaine d'années, on est en train de se rendre compte que la SRF, la Sugar Research Foundation, a volontairement fait supprimer ou minimiser les résultats de recherche concernant l'impact du sucre. Ils ont payé des scientifiques de Harvard pour montrer que le gras est très nocif et disculper le sucre. Ils ont mis en évidence le rôle de la consommation de graisse dans l'obésité et les maladies cardiovasculaires, et ont utilisé ça pour mettre sous le tapis le rôle important du sucre dans ces maladies. Sauf que ça a eu des conséquences dramatiques, puisque cette étude a influencé les politiques de santé américaines qui ont banni les graisses au profit du sucre dans l'alimentation. Donc nous, on va se baser sur des infos vérifiées. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1999, aux États-Unis, il y a eu un changement drastique de consommation de sucre ajouté qui a augmenté de 41%. On peut corréler à ça une augmentation drastique de surpoids et d'obésité. Donc, on peut dire que le sucre a un rôle dans l'obésité. Le sucre va également augmenter les chances de maladies cardiovasculaires, avec des risques d'infarctus et d'AVC. On a également remarqué qu'une trop grosse quantité de glucose dans le sang entraînait une atteinte de cellules qui produisent de l'insuline, et donc qui entraîne un diabète de type 2. Le sucre va aussi avoir un impact sur le microbiote intestinal, notamment sur des bactéries connues pour diminuer l'inflammation. Et ça va même créer des molécules qui entraînent une inflammation qui vont circuler dans le sang. Donc ça abîme nos intestins et même d'autres organes comme notre cerveau. Ce qui va entraîner des maladies neurodégénératives. Et puis l'atteinte au cerveau n'est pas finie, puisqu'il peut aussi entraîner des problèmes d'attention, de mémoire et des difficultés à maîtriser ses pulsions. Donc on se retrouve confronté à deux problèmes. D'abord, notre corps, qui nous aide pas vraiment à se limiter, mais aussi l'industrie du sucre qui en met partout. Alors qu'est-ce que c'est réellement une dépendance ? Déjà, une dépendance, c'est une envie excessive et difficile à contrôler, voire compulsive, de consommer un produit. Si cette impulsion n'est pas satisfaite, elle peut mener à des symptômes de manque, comme des douleurs, nausées, des maux de tête, sueur, etc., ou à un mal-être psychique comme l'anxiété, l'irritabilité, la dépression ou l'insomnie. Les scientifiques ne s'entendent pas vraiment sur ce point. Pour le moment, les études ne sont portées que sur les souris, donc on ne sait pas si on peut le transposer aux hommes. Par contre, on a fait une expérience que je trouve super intéressante. On a mis une souris dans une cage avec deux boutons. Un des deux donnait de la cocaïne, connue pour être une substance quand même assez dangereuse et hautement addictive. Et l'autre donnait du sucre. Et ben devinez quoi, elle a choisi le sucre. On a refait plusieurs fois l'expérience, avec plein de souris différentes, et on a constaté la même chose, elles choisissent le sucre. Donc ces petites bestioles sont toutes devenues dépendantes au sucre, face à la cocaïne. Donc, entre les symptômes de manque que les hommes ressentent et ce type d'expérience qui montre que d'autres espèces vivantes sont totalement accro à cette substance, on peut imaginer que l'homme l'est aussi. Ok, on est addict au sucre. Cette petite molécule nous influence et peut être mauvaise. Mais on peut se limiter, non ? C'est compliqué. Se limiter et réduire sa consommation de sucre, c'est se battre contre des milliers d'années d'évolution. Mais on peut quand même essayer de se limiter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas le bannir. On en reparlera dans une autre vidéo, mais les régimes restrictifs où on s'interdit de manger quelque chose ne marchent pas beaucoup, puisqu'on a besoin de se faire plaisir, c'est dans notre nature. Donc le mieux c'est de se limiter. Déjà, faut prendre conscience que le sucre peut être partout. Pour limiter les sucres ajoutés, il faut privilégier les aliments complets. Céréales, légumes, fruits, viande. Ceci augmente le sentiment de satiété et donc limite l'envie de manger un dessert trop sucré. On peut vous conseiller aussi de cuisiner vos propres repas puisque cela permet de contrôler la quantité de graisse et de sucre que vous mettez dedans. En fait, l'objectif c'est de limiter les sucres ajoutés, cachés, pour pouvoir se faire plaisir avec de temps en temps un petit dessert, un petit plaisir sucré. Mais faut pas s'arrêter là. Limiter le sucre c'est bien, mais pour réduire encore plus les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète, il est nécessaire d'y ajouter une activité physique régulière.
et également de bien boire de l'eau. Il n'existe pas de traitement contre la dépendance au sucre en tant que telle, puisqu'elle s'inscrit dans une consommation d'aliments mauvais pour la santé dans leur globalité. Mais il est tout de même possible de se faire accompagner par les nutritionnistes pour vous aider à avoir une meilleure nutrition. Attention aux édulcorants qui paraissent être un bon compromis entre un goût sucré et des calories, mais leur lien avec des cancers commence à être suggéré par les chercheurs. Pour améliorer la santé, ce qui est recommandé dans l'idéal, c'est de ne consommer que 30 grammes par jour de sucre ajouté, ce qui correspond à 5% de calories provenant des aliments. Attention également à ce que les influenceurs veulent vous vendre, comme l'Ozempic, qui est un médicament utilisé habituellement dans le diabète, et qu'on veut vous vendre comme médicament pour perdre du poids. Le problème, c'est que tout médicament a des effets secondaires, et qu'à cause de ça, il y a des problèmes d'approvisionnement pour les diabétiques qui ont réellement besoin de ce médicament. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de faire la leçon. Moi aussi je mange du sucre, moi aussi je me fais plaisir. Elle a pour objectif de faire prendre conscience. Prendre conscience que le sucre est partout, et qu'il est nécessaire à la vie. Mais en trop grosse quantité, il est mauvais. Imaginez, vous vous levez le matin, vous prenez un café avec un peu de sucre. À midi, un soda, un dessert pour se rebooster pour l'après-midi. Le soir, une petite envie de chocolat, parce que pourquoi pas. Nous sommes tous dépendants. La vraie question, c'est pas de savoir si nous souffrons d'une addiction, mais si elle nous contrôle.